commencer. Ah. Bon, là, bonjour à tous. Moi, c'est Florian. Moi, avec Rita et Jean-Baptiste, on, on a fait faire une petite présentation sur l'hexagonal binning, qui est en fait une nouvelle façon de visualiser les données. À la suite, Rita. Ok, là déjà, il y avait l'introduction et la première partie, une arborisation en fleurs avec deux codes. La position disponible que Rita va présenter, plus des signes grappes que normalement Jean-Baptiste a fait, mais comme il n'est pas disponible, vu qu'il est malade, c'est moi qui vais présenter à sa place. Ensuite, il y a une deuxième partie, une méthode récursive avec l'ensemble descendant que je vais présenter moi-même. Et troisième partie, choisir une équipe avec le code de sélection d'équipe, des histoires de sélectionner 3 personnes, un expert en SQL et puis 2 autres en Python, quelque chose comme ça. Mais Reda va vous expliquer. Et en plus, la conclusion aussi, pour terminer. À la suite. Alors, là, il y a une petite définition. Disons que le mot binning en anglais, ça veut dire entreposage, en fait. Comme à l'image ci-dessous, enfin, à gauche, le binning signifie mise en récipient ou groupement des données par classe, est une technique de sciences statistiques ainsi que d'acquisition numérique. Bon, Reda. Alors, merci Florian. Bonjour à tous. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la première partie de l'arborisation en fleurs. Alors, en fait, ça, c'est. En fait, on avait pour objectif de représenter les différentes connaissances sous forme de pavage hexagonal. Alors, en fait, le but, c'était d'avoir un graphique qui ressemble à peu près à ce que vous voyez là dans le slide, avec une couleur pour chaque connaissance. Donc, on a fait un certain nombre d'essais, donc vous voyez dans le slide. Alors en fait, le souci, c'est qu'on avait un problème avec les codes couleurs et l'automatisation des placements des hexagones. Parce qu'en fait, là, dans les tests qu'on a fait, les positions, elles sont mises manuellement. Et les connaissances aussi. Donc le but, après avoir fait ces essais-là, c'est de faire en sorte que le programme il place les hexagones et les compétences automatiquement dans le graphique. En fait, de manière à que si une nouvelle connaissance est ajoutée, qui est ajoutée dans la base de données, le programme, il intègre automatiquement dans le graphique. Donc après, avec l'aide de Vincent, on a eu à peu près on a eu ces graphiques-là. Donc on a revu les codes couleurs. Donc là, on voit que l'objectif, c'était vraiment d'avoir une couleur pour chaque type de connaissance. Donc là, on voit bien une couleur pour la base de données, une couleur pour Python et une couleur pour l'organisation. Donc après, le logigramme, on a essayé de refaire un logigramme pour un peu voir qu'est-ce qu'on aurait fait comme logique avant de faire le code. Donc c'était de reprendre un hexagone présent sur le dessin, enfin de savoir si un hexagone est présent sur le dessin. Si l'hexagone n'est pas présent, on ajoute les coordonnées du premier hexagone, on place cet hexagone au centre de la grappe, et on retourne la position de l'hexagone. Donc on fait une boucle. Donc là du coup, il y a un hexagone qui est présent sur le dessin, donc oui, on enregistre sa position, on vérifie les positions voisines. Si des positions sont disponibles, on enregistre la position dans la liste des positions disponibles, sinon il n'y a pas de position disponible. Donc voilà le code. Alors là, je vais vous montrer un petit peu comment le programme il a réussi à positionner les hexagones automatiquement. Alors la position d'hexagone, en fait, elle va être stockée dans la liste ensemble des positions.
En fait, cette liste elle va permettre au programme de situer les hexagones dans le graphe, pour ensuite déduire si un hexagone est présent autour d'un autre hexagone, et ensuite en ajouter un si besoin en fonction des connaissances. Ensuite, on va faire une boucle for, en fait, qui va permettre au programme de vérifier les emplacements disponibles autour d'un hexagone. Si parmi les 6 emplacements, certains sont libres, en fait, le programme il les stockera dans la liste position disponible. Alors pourquoi 6? Tout simplement parce qu'en fait l'hexagone a 6 côtés. Donc il a 6 positions autour de lui. Ensuite on calcule les 6 positions adjacentes avec pi. En gros on tourne de l'hexagone dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors après, en fait le sens des apparitions de l'hexagone, en fait c'est il faut juste changer le plus et le moins qu'il y a ici. Donc là en l'occurrence, en fait, vu qu'on avait mis moins dans la formule, en fait ça va être dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Du coup, si la position est bien disponible, il faut pas qu'elle soit dans... Donc là, c'est au niveau des conditions. Donc il faut pas qu'elle... Alors si la position est bien disponible, il ne faut pas qu'elle soit dans l'ensemble de positions. Et il ne faut pas qu'elle soit déjà dans l'ensemble des positions disponibles. Simplement parce que si elle est déjà dans la position disponible, ça veut dire que elle est disponible et que du coup, elle est déjà écrite dans la liste. Et si elle est déjà dans les positions de départ, elle n'est pas disponible. Alors si ces conditions sont remplies, alors on ajoute la nouvelle position dans la liste des positions disponibles. Donc là, Florian, je te laisse faire la suite. Florian. Je sais pas, je sais pas s'il est parti. Bon, c'est pas grave, je vais le faire. Alors, dessine une groupe de connaissances sous forme d'hexagones placés les uns à côté des autres. Ce pavage régulier compact dessine des pétales hexagonales autour d'une connaissance. Donc là, on va voir un petit peu le dessin. En plus de faire le dessin, la fonction renvoie les positions des centres des hexagones dessinés. Alors, la fonction dessine grappe récupère les arguments connaissances, liste de mots, centre grappe, c'est la liste des coordonnées, et les couleurs. Elle retourne ensuite l'ensemble des positions. Donc là, on a une petite vidéo aussi à côté pour vous montrer un petit peu comment le programme, bon, ça se fait beaucoup plus rapidement que ça, mais comment le programme il dessine les hexagones autour de l'hexagone. Donc là, on va dans le code, on va avoir une liste ensemble des positions. Alors en gros, Florian, je pense que c'était lui qui était revenu. Donc x et y, ça va être la position disponible de l'ensemble des positions du centre de la grappe. Donc après, on va avoir la fonction x, qui est la fonction en fait de l'hexagone. Donc en fait, on va calculer en fait, on va déterminer les propriétés de l'hexagone. Donc num vertice, en fait, ça c'est juste le nombre de côtés. L'orientation, ça va être en fait, ça va être comment est en fait le sens de l'hexagone. On peut le décaler en fonction du radian en fait. Ensuite, il y a la couleur. Et ensuite, on passe au texte, qui va être... En fait, c'est juste l'emplacement du texte, pardon, et de la taille de la police, la taille du texte. Et ensuite, on voit que, après la fin de la boucle, on passe à la position suivante, encore une fois, si elle est disponible. Reda, tu peux expliquer le replace Le replace? dans le texte, là, dans axe.text, dans connaissance.replace. Ah oui, juste ici? Ouais. Connaissance par replace, je crois que c'était l'endroit où il place le texte, je crois, non? En fait, ça c'est juste une petite ruse. Donc souvent, il y a des phrases qui représentent le texte. Donc, on pourrait avoir requête SQL avec un espace entre requête et SQL. Et en fait, d'un point de vue visuel, c'était pas du tout bien parce que ça faisait des noms qui étaient très longs. Donc, on a remplacé les espaces par des retours à la ligne. L'anti-/n, là, c'est un retour à la ligne, ce qui permettait simplement d'avoir des légendes un peu plus belles, quoi. Mais c'est une astuce qu'on peut retrouver, enfin, qui peut être Oh mon Dieu, mince. Mais c'est pas grave, Florian, t'inquiète pas. Non mais c'est juste que j'avais des problèmes de connexion. Il y avait des travaux et ça a déconnecté.
t'inquiète pas, c'est pas grave du tout, j'ai repris t'inquiète pas. Est-ce que Bon, tu reprends là? ouais, dommage que j'aurais dû reprendre celui de Jean-Baptiste que t'as fait. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, j'ai fait au mieux. Bon, bah là, je vais présenter la méthode récursive. C'est la suite. Alors, là, voici le logigramme. Là, pour commencer, là, on recherche les descendants d'un individu qui est l'individu, c'est l'ascendant, bien sûr, mais il est appelé individu premièrement. Ensuite, bah, on liste les ascendants, bah, les successeurs qui sont en fait les descendants. Ensuite, on commence par une boucle. Tant que l'on trouve des générations de descendants, bah là, on construit la génération suivante de successeurs. Ensuite, on appelle une autre boucle, disant que pour chaque individu ascendant, là, on ajoute les successeurs dans la liste des descendants. Cette boucle revient ensuite. Et puis, avec Puis après, ça revient ainsi de suite à la boucle tant que, et on recommence ainsi de suite, puis jusqu'à ce qu'on trouve toutes les générations de descendants. Et de là, on arrive à la fin. Nous avons trouvé tous les descendants. Disons que, là, il y a une remarque que j'ai découvert, c'est que, en fait, l'ordinateur doit retenir le résultat de tous les calculs récursifs avant de finir la boucle. Seulement, on utilise en fait une pile d'appels, ou plutôt dire en anglais stack, qui est gérée automatiquement par le système. Voilà, à la suite, Reda. Voici le code. Ensemble et descendant. Alors, du coup, les connaissances appartenant à un groupe, à une grappe d'hexagones proviennent d'un graphe orienté G, ci-dessous de la parenthèse, un objet de la bibliothèque Network X. Dans ce graphe, les éléments constitutifs d'une grappe seront tous les descendants d'un individu, disons que tous les éléments successeurs d'un nœud, puis on recherche ses descendants à l'aide de cette fonction. Alors, comme on initialise la méthode récursive, à la première génération, l'ascendant est l'individu, comme c'est écrit, ascendant égale individu entre crochets. Puis ces descendants sont tous des successeurs, comme vous voyez, successeurs et descendants qui suivaient. Avant la liste, il est vide au début. Puis là, on continue pour les générations suivantes avec la boucle while. Tant que l'on trouve des générations, comme j'ai expliqué dans le logigramme, bah là, on construit la génération suivante de successeurs. Puis ainsi de suite, la boucle for. Là, on complète les descendants par cette nouvelle génération. Puis, on passe à la génération suivante. Et une fois qu'on aurait trouvé toutes les générations de descendants, bah là, on finit par finir la boucle while, et puis on arrive à retourner descendant. En fait, là, j'ai découvert que en programmation, en fait, la récursivité, il s'agit d'une fonction qui fait référence à elle-même. Disons que, un exemple, deux fonctions peuvent s'appeler l'une l'autre. On parle de récursivité croisée. Bon, là, si on passe à la suite. Là, je vais vous parler des avantages de la méthode récursive.
Là, c'est une démarche qui présente une dose d'abstraction et dont la description mène à la répétition d'une même règle. Comme exemple, un algorithme qui s'invoque lui-même. En fait, elle permet de résoudre des problèmes insolubles par l'utilisation de simples boucles pour et tant que, qu'on appelle for et while. Puis le problème peut être divisé en sous-problèmes plus aisés, disons plus simples, et favoriser un algorithme plus court et plus lisible, un code propre et net, et dans certains cas, un gain de temps. Exemple, un algorithme de tri. Mais après, si on passe au diapo suivant, c'est de présenter les inconvénients de la méthode récursive. En fait, à l'utilisation, on remarque toutefois qu'à chaque fois que la fonction s'appelle, elle nécessite de la mémoire pour stocker les valeurs intermédiaires. En fait, elle consomme beaucoup plus de mémoire qu'une fonction normale non récursive. Disons que Python fixe la limitation des appels récursifs à 3000. Et c'est vrai que, en fait, dans ces cas-là, on préfère la version itérative car elle est moins consommatrice en mémoire. Là, ensuite, la résolution de chaque sous-problème peut parfois rallonger le temps de traitement. Et la logique de la fonction récursive n'est pas toujours facile à suivre, surtout pour la maintenance, en fait. Là, je te laisse la suite, Reda. Alors du coup, je vais vous montrer l'algorithme qu'on a fait. Donc c'est le dernier algorithme enfin le dernier programme qu'on a fait sur le choix des équipes. Alors en fait, le but de ce programme-là, c'était de choisir admettons si une entreprise recherchait à former une équipe avec, je sais pas, quelqu'un, un expert en Python et deux autres personnes un peu moins douées en Python, mais qui sont assez forts en SQL pour compléter l'expert. Ils puissent avec un outil, en gros, choisir parmi les élèves de la base de données et former une équipe de 3. Donc là, le but, c'était de faire un score pour chaque élève en fonction de ses notes, en fonction des notes souhaitées par l'entreprise. Donc on a fait ce programme-là, avec l'aide de Vincent, bien entendu. Donc en fait, là, on va faire une variable donnée, où on va mettre les élèves, formateurs, connaissances, etc. Ensuite, on va faire alors attendez que je me perde pas. Ouais. On va faire une boucle for où on va faire la variable du coup on va faire pour une compétence et une autre souhaitée dans le souhait des compétences. Donc le souhait des compétences, c'est le souhait de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle veut comme note. Donc on va du coup faire une formule pour établir un score. Donc en fait le score, ça va être les notes souhaitées plus les compétences et les notes de la note de l'élève. Ensuite, on va mettre les notes souhaitées dans la variable somme des notes souhaitées. Donc on va additionner les deux notes. Donc je sais pas si l'entreprise elle dit qu'elle veut un élève qui a 10 sur 10 en Python et 8 sur 10 en SQL, bah, la somme ça va être 18 tout simplement. Ensuite on va diviser le score par la somme des notes souhaitées et on va avoir un score. Donc après dans le slide suivant je vais vous montrer un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe quand on lance le programme. Ensuite on va faire une boucle while. En fait, cette boucle-là, ça va permettre de sélectionner le meilleur élève qui a été calculé précédemment. Enfin, même de tous les élèves. Donc tous les élèves vont avoir un score, et cette boucle-là va permettre de choisir celui qui a le meilleur score. Du coup, on va faire une boucle for, donc un élève qui est dans la donnée élève. On a besoin d'avoir l'élève, la date de la note et toutes ces données. Donc en général, c'est plus ces notes, mais on met toutes les données.
Ensuite, l'élève choisi, en fait, enfin, on va devoir faire une variable élève choisi où on va devoir y mettre l'élève qui a le score maximal. Donc on va utiliser la fonction max. Ensuite, on va avoir besoin de faire un élève remove. En fait, la fonction d'élève remove, ça empêche le programme de choisir un élève qui a déjà été choisi précédemment. En fait, je ne sais pas si par exemple le meilleur élève de tous les élèves, je sais pas, c'est Nicolas par exemple. Si jamais on met pas l'élève remove, en fait, il va choisir 3 fois Nicolas. Donc en fait, ça permet d'enlever un élève qui a déjà été choisi pour en choisir d'autres. Et du coup, je vais vous montrer comment ça se passe quand on lance le programme. Donc là, on a lancé le programme, et là à gauche, vous voyez qu'il y a tous les élèves avec. Alors, les notes sont aléatoires, hein, avec les notes en SQL et les notes en Python. Et à droite, après, vous avez le score. Donc là, on voit bien que les 3 élèves qui ont été choisis, donc vous avez Jean-Baptiste avec une note de Python de 6,6, 3 en SQL, Nico avec 6 et 8, et Leroy avec 6,5 et 7. Donc ces 3 élèves-là sont ceux qui ont le plus grand score parmi tous les élèves. Alors en fait, à droite, là ça va être la petite fonction qui va permettre de choisir les élèves. Donc là en fait vous allez avoir le SEA des compétences qui est juste ici, où là on a mis, du coup pour le test on a mis SQL une note de 8 et Python une note de 10. En dessous vous avez le nombre d'élèves, donc une équipe de 3. Ensuite vous avez la date du coup d'obtention des notes. Et ensuite, on fait la variable équipe avec le souhait des compétences, le nombre d'élèves, et la date d'obtention et les données. Après, on a vu juste un léger souci, c'était que, en fait, le but c'était d'avoir vraiment un expert en Python. Et en fait, le programme, il avait tendance en fait à donner, comme les deux compétences souhaitées sont additionnées, que ça forme en fait une somme qui est 18, le programme ne va pas forcément faire la différence de priorité entre Python et SQL. Donc en fait, vu qu'on additionne les deux notes, pour lui, c'est comme si ça ne change pas, que même si ça pourrait être SQL une note de 10 et Python une note de 8, ça ne changerait pas. Du coup, il mettait plus en avant des élèves qui avaient 10 en SQL, enfin des très bonnes notes en SQL et un peu moins en Python. Du coup, en fait, on a juste à inverser, à mettre les souhaits des compétences en ordre croissant. Donc au lieu de faire Python 10 et SQL 8, en fait on a fait Python 10, enfin on a fait SQL 8 ici et Python 10 ici. Il faut juste le faire dans l'ordre croissant. Donc on a vu que ça fonctionnait, donc on l'a laissé comme ça. Et du coup, alors on passe à la conclusion. Alors je vais vous expliquer juste rapidement en fait comment ça s'est passé du coup cette semaine et demie dans le groupe Graph. Alors déjà, on a trouvé ça intéressant en fait le changement d'équipe parce que ça a aussi permis de découvrir un petit peu d'autres personnes de la promo. Après, reprendre le graphe, ça a été difficile, mais on s'en est sorti avec beaucoup d'aide de Vincent. On procédait, en gros, à chaque matin, on fixait les objectifs de la journée. On se mettait, on partait travailler un petit peu chacun de notre côté on se donnait rendez-vous et on se retrouvait pour tout mettre en commun et signaler nos réussites et nos blocages et agir en fonction. Donc on a trouvé ça très intéressant. Et du coup, on dédie un petit peu cet exposé à Jean-Baptiste parce que voilà, il est malade. J'imagine il m'a dit qu'il avait vraiment voulu qu'il s'excusait et qu'il avait vraiment voulu être là. Donc on dédie cet exposé à Jean-Baptiste. Et voilà, merci à tous. Ok, est-ce que vous avez des questions donc Léa, Peggy, Pierre, Sabrina qui n'est pas là, et Seb et Nico qui allaient reprendre cette partie sur les graphes. Enfin, les autres aussi, vous pouvez avoir des questions. Dans la fonction de test, la date, c'est une date qui est fixe. Comme je sais qu'on a souvent des problèmes de date dans les fonctions, donc je voulais savoir en fait, voilà, date d'observation égale 1er juin 2020, donc ça c'est une date qui est rentrée. En fait, ça c'était les dates qu'il y avait dans la base de données. Je crois que c'était
avais des notes pour chaque date. Du coup, là, en fait, c'est une date qui a été choisie. Je dis, bah, moi, je veux les dates du 1er juin. Alors, mais c'est une bonne remarque, la remarque de Peggy, parce que dans l'équipe web, là, il y a le programme, il bloque de temps en temps quand on met des dates qui sont trop petites. Donc, par exemple, si on choisit avril, en général, ça marche pas. Il met un problème de max. Un En problème fait, de quoi? il bloque, enfin, il plante, et puis il dit que le programme n'arrive pas à calculer un max. Ok. Donc là, la date du 1er juin, elle est pas mal, parce qu'effectivement, à cette date-là, il y a toujours des notes, donc ça marche. Mais si on choisit la date trop petite, enfin trop récente, ça marche pas. En fait, vous avez tous été confrontés à ce problème-là. D'accord. Mais il y a une équipe qui a réussi à trouver la solution. C'est marrant. Il y a une équipe qui a trouvé la solution et qui a oublié qu'elle a trouvé la solution. Bah, on a fait ça avec les exceptions. Oui, tout à fait, exactement. Ça peut être On n'a pas intéressant oublié, hein. quand... On n'a pas oublié, hein. Vous n'avez pas oublié? Bon. Non. Ok, bah on va voir ça. Donc effectivement, parce que l'équipe de Joseph, elle a été Joseph, Peggy, Jean-Baptiste Gomis, vous avez été confrontés au problème, je crois. Florian, Reda et Jean-Baptiste aussi. Théroul, vous avez été confrontés au problème. Il me semble. Donc Nicolas et Silandi, vous avez été confrontés au problème. Et je sais pas, il y avait peut-être d'autres équipes encore qui ont été confrontées à ce problème-là. Et du coup, bah. L'équipe qui travaille sur les graphes, là, Nicolas et Silandi, ils avaient absolument besoin de trouver une solution parce que c'était parce qu'ils ils présentaient des résultats au cours du temps. Ok. Donc du coup, ça va être assez intéressant. Ils vont nous présenter leur méthode là, en particulier pour passer ce problème-là. Sûr que Léa, Peggy, Pierre, Seb et Nico, vous n'avez pas de questions? C'est sûr. Je vous en prie. Tout. Ah, je t'ai pas entendu. Attends, je monte un peu le son. Je disais, il faut ingérer le tout. Là. Ouais. Mais ils ont fait du bon boulot. Hein. Ouais, c'est pas évident parce qu'effectivement, comme l'a dit Florian, il y a des algorithmes récursifs et donc c'est pas juste des boucles, quoi. C'est pas un traitement itératif, c'est un peu plus que ça. Et donc à imaginer et à mettre en œuvre, c'est pas toujours évident. Reda, sur la dernière fonction, là, il y a un gros problème, hein, parce qu'il y a si tu reviens un peu avant le programme, je sais pas pourquoi, mais il y a une erreur là, au score plus égal, là. Oui, c'était une multiplication. C'est une multiplication, ouais. Vous l'avez changé? Ouais, j'ai changé. Alors, en fait, avec la multiplication, parce que vous vous rappelez, le problème, c'était qu'il mettait trop en avant les notes SQL. Oui. Et après, pour une raison que j'ignore, en tout cas ça fonctionne, c'est que quand j'ai changé la formule et l'ordre des notes souhaitées, il y avait plus de problème. La demande était beaucoup plus respectée. Donc, d'accord. Alors, il faudrait étudier ça, parce que dans l'esprit, la multiplication, elle permettait simplement de mettre des poids aux notes, c'était de faire exactement comme on fait dans une classe, c'est-à-dire d'avoir des matières qui ont plus d'importance que d'autres. Donc, si par exemple, les maths, voilà, c'est des coefficients, quoi. Donc, il y a un coefficient 10 pour... enfin, là, en l'occurrence, il y avait un coefficient 10 pour Python et un coefficient 8 pour SQL. Ah bah d'accord. C'est justement ce qu'on cherchait on se disait, il faudrait qu'on essaie de mettre un coefficient. Donc du coup, si j'avais juste laissé la multiplication et que j'avais juste changé l'ordre des notes souhaitées, enfin, au lieu de faire Python 10 et SQL 8 et mettre comme j'ai mis SQL 8 et Python 10, ça aurait fonctionné. Bah, si tu mets la multiplication, l'ordre est pas censé changer. C'est simplement comment on appelle ça? C'est une moyenne pondérée. On appelle une moyenne pondérée. Donc, on attribue des coefficients d'importance, plus ou moins importants suivant les matières.
pour ça qu'après le score, pour l'avoir à nouveau entre 0 et 10, on le divise par la somme de tous les poids, de tous les coefficients dans chacune des matières. Donc, en l'occurrence, là, 8 plus 10, 18. Mais la formule avec le plus, elle marche très bien, mais il faudrait comprendre pourquoi. D'accord. En tout cas, dans l'esprit du départ, c'était pas ça. Et donc là, pour l'équipe qui va venir sur les graphes, je pense que ça sera une très bonne chose de modifier ça. C'est un premier code. Ok. L'esprit de ce code-là, c'est d'obtenir un expert qui a, par rapport donc là aux deux matières souhaitées, qui serait à la fois expert en SQL et expert en Python, donc qui maximise ses notes, mais qui soit à la fois. En fait, on veut pas qu'il soit très très bon en Python, par exemple, et faible en SQL. C'est pas intéressant. Vaut mieux qu'il ait 7 et 7 en Python et SQL, soit bon dans les deux domaines à la fois, plutôt qu'il ait 10 en Python et 3 en SQL. Donc, on veut vraiment quelqu'un qui ait des bonnes notes dans les deux matières, mais on donne un peu un avantage à Python. Donc, disons que s'il a 8 en Python et 6 en SQL, c'est mieux que l'inverse. D'accord. Et après, dans l'esprit, donc ça n'a pas été fait, mais bon, pas fait exactement comme ça, mais ce qui est fait, c'est déjà pas mal. Dans l'esprit, ça serait de dire ceux qui viennent après, ils viennent pour renforcer l'équipe. Donc, imaginons que la personne choisie ait 10 en Python et 5 en SQL. Donc, en Python, il n'y aura pas besoin d'avoir un deuxième expert. Mais on avait besoin d'avoir quelqu'un qui soit un peu bon dans les deux matières. Et on peut prendre un expert, c'est-à-dire quelqu'un qui a une très bonne note au-dessus de 5, grosso modo, qui soit un peu meilleur que la première personne choisie. Donc, par exemple, on pourrait avoir quelqu'un qui est 7 en SQL et 0 en Python, c'est possible. Il viendra en renfort. C'est pas grave s'il est moins fort en Python, mais il vient compléter les faiblesses de la première personne choisie, qui sera un peu le référent technique, mais il vient avec une expertise complémentaire. Donc l'algorithme, il n'est pas exactement comme ça. Il marche un peu dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire qu'il fait un peu ça, mais il le fait pas aussi bien que possible. C'est-à-dire que ça marche un peu, mais pas complètement, puisque les autres, ceux qui sont choisis en second, ils vont avoir tendance aussi à maximiser les deux notes et pas forcément à maximiser qu'une seule des notes qui serait dans laquelle on voudrait une expertise complémentaire. Voilà, donc ça sera un sujet pour la nouvelle équipe graph, ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire en mieux dans l'équipe graphique? Du coup, l'algorithme. Vous allez l'équipe. Est-ce que vous allez laisser quelque chose pour vos héritiers? Un souhait. Un souhait de survivre. Ça c'est bon, ça c'est acquis. Non, je plaisante. Déjà, nous, on voulait vraiment, on s'est vraiment penché avec Florian sur justement cette fonction-là, la sélection d'équipe. Bon, on a réussi ce qu'on a réussi. Après, un souhait pour la prochaine équipe. Non, j'ai rien qui me vient à l'esprit tout de suite. Un truc que vous auriez voulu faire et que vous auriez trouvé sympa, mais que vous avez manqué de temps, ou je sais pas, ou c'était trop. Peut-être un graphique d'évolution, peut-être. Mais je crois que c'est déjà. Ouais, ça, il y a l'autre équipe qui a. Voilà, c'est ça. Bon, très bien. S'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions, c'est le moment. C'est le moment ou jamais, avant de prendre une semaine et demie travailler là-dessus. Et sinon, on va passer à la deuxième équipe graphique. Bon, il n'y a pas de questions. Pour le moment, ça va venir après. Ça va venir. Ok. Nicolas, Cécile et Andy, vous pouvez prendre la main pour présenter votre travail. Du coup, Cécile, tu peux nous faire le stream?